Il n'y avait dans la chambre que le vieux juif, qui faisait bouillir du café dans une casserole pour le déjeuner, et sifflait tout bas entre ses dents, en agitant le liquide avec une cuiller de fer. De temps à autre il s'arrêtait pour écouter dès qu'il entendait en bas le moindre bruit, et quand il s'était assuré que tout était tranquille, il continuait à siffler et à remuer le café. Bien qu'Olivier ne dormît plus, il n'était pas tout à fait éveillé. Il y a un état d'assoupissement entre le sommeil et la veille, où l'on rêve plus en 5 minutes, les yeux à demi ouverts et sans avoir bien conscience de ce qui se passe, que l'on ne ferait en 5 nuits, les yeux bien fermés et les sens complètement engourdis par un profond sommeil. Dans ces moments-là, l'homme se rend juste assez compte de ce qui se passe dans son esprit pour se faire une faible idée des puissantes facultés de cet esprit, lorsqu'affranchi des entraves du corps, il s'élance loin de la terre et se joue du temps et de l'espace. Olivier était précisément dans un de ces moments. Les yeux à demi fermés, il voyait le juif, il l'entendait siffler tout bas, il reconnaissait le bruit de la cuiller frottant contre le bord de la casserole, et pourtant son esprit, pendant ce temps, voyageait dans le passé et se reportait vers tous ceux qu'il avait connus. Quand le café fut fait, le juif posa la casserole à terre et resta quelques instants dans une attitude indécise, comme s'il ne savait à quelle partie s'arrêter. Puis il se retourna, regarda Olivier et l'appela par son nom. Celui-ci ne répondit pas et parut complètement endormi. Le juif, rassuré à cet égard, se dirigea sans bruit vers la porte, la ferma et tira d'une trappe pratiquée dans le plancher, autant que put le voir Olivier, une petite boîte qu'il posa soigneusement sur la table. Ses yeux brillaient tandis qu'il soulevait le couvercle et jetait un coup d'œil à l'intérieur. Il approcha de la table une vieille chaise, s'assit et tira du coffret une magnifique montre d'or, étincelante de diamants. « Ah, les lurons !» dit le juif en haussant les épaules et le visage contracté par un affreux sourire. « Les braves lurons, fermes jusqu'au bout, incapables de dire au vieux prêtre où était la cachette, incapables de vendre le vieux Fedjin. Au fait, dans quel intérêt? Cela n'eût pas desserré le nœud coulant, ni retardé la bascule d'une minute. Non, non. Fameux gaillard, fameux gaillard. » Tout en faisant à voix basse ces réflexions et d'autres semblables, le vieux juif remit la montre dans la boîte. Il en tira encore une demi-douzaine et les contempla avec le même ravissement, puis des bagues, des broches, des bracelets, des bijoux de toutes sortes, si précieux et d'un travail si exquis, qu'Olivier ne connaissait pas même de nom toutes ces belles choses. Le juif les remit dans le coffret et en tira un dernier bijou, si petit qu'il tenait dans le creux de sa main. Une inscription très fine semblait y être gravée, car le juif le posa sur la table, l'abrita soigneusement avec sa main et la considéra longuement et attentivement. Enfin, comme s'il désespérait de déchiffrer ces caractères, il remit le bijou dans la boîte et, se renversant sur sa chaise, il continua ses réflexions. « Quelle belle chose que la peine capitale !» disait-il à mi-voix. « Les morts ne se repentent jamais. Les morts ne viennent jamais révéler de fâcheuses histoires. Ah, c'est une grande sécurité pour le commerce. 5 à la file accrochés à la même corde, et pas un lâche, pas un qui ait vendu le vieux Fedjin. » En disant ces paroles, le juif promenait au hasard autour de lui ses yeux noirs et brillants, qui rencontrèrent la figure d'Olivier. L'enfant le considérait avec une curiosité muette. En un clin d'œil, le vieillard comprit qu'il avait été observé. Il ferma avec bruit le couvercle de la boîte, et saisissant un couteau sur la table, il se leva furieux. Mais il tremblait au point qu'Olivier, malgré sa terreur, pouvait voir vaciller la lame du couteau. « Qu'est-ce » dit le juif. « Pourquoi m'observer? Tu ne dormais pas? Qu'as-tu vu? Parle vite, vite, il y va de ta vie. » « Je n'ai pas pu dormir davantage, monsieur, » répondit Olivier avec douceur, « et je suis bien fâché de vous avoir dérangé. »« Étais-tu éveillé depuis 1 heure » demanda le juif d'un air menaçant et terrible. « Non, monsieur, non, bien sûr, » répondit Olivier. « En es-tu bien sûr » s'écria le juif en jetant sur l'enfant un regard sinistre. « Je dormais, monsieur, » répondit vivement Olivier. « Je dormais, sur ma parole. »« C'est bon, mon ami, » dit le juif, en reprenant brusquement ses manières ordinaires et en jouant avec le couteau
avant de le remettre sur la table, comme pour faire croire qu'il ne l'avait pris que par badinage. J'en étais sûr, mon ami. Je voulais seulement te faire peur. Tu es brave. Oui, ma foi, tu es brave, Olivier. Et le juif se frottait les mains en riant, mais jetait néanmoins sur la boîte un regard inquiet. As-tu vu quelques-unes de ces jolies choses, mon ami? Dit le juif après un court silence, en posant sa main sur la boîte. Oui, monsieur, répondit Olivier. Ah, dit le juif en pâlissant. C'est à moi, Olivier. C'est ma petite fortune. Tout ce que j'aurai pour vivre dans mes vieux jours. On m'appelle avare, mon ami, seulement avare. Rien de plus. Olivier pensa que le vieux monsieur devait être en effet d'une avarice sordide, pour vivre dans un endroit si sale, avec tant de montres. Mais il réfléchit que sa tendresse pour le matois et les autres garçons lui coûtait peut-être beaucoup d'argent. Il regarda le juif d'un air respectueux et lui demanda s'il pouvait se lever. « Certainement, mon ami, certainement, » répondit le vieux monsieur. « Tiens, il y a une cruche d'eau dans le coin derrière la porte. Va la chercher, et je te donnerai une cuvette pour te laver, mon ami. » Olivier se leva, traversa la chambre, et se baissa pour prendre la cruche. Quand il se retourna, la boîte avait disparu. Il avait à peine fini de se laver et de remettre tout en ordre, en vidant par ordre du juif la cuvette par la fenêtre, lorsque le matois rentra, escorté d'un jeune ami qu'Olivier avait vu la veille au soir, occupé à fumer, et qui lui fut présenté sous le nom de Charlotte Bates. Puis on se mit à table. Le déjeuner se composait de café et de petits pains chauds, avec du jambon que le matois avait rapporté dans le fond de son chapeau. « Eh bien, dit le juif en s'adressant au matois et en regardant malicieusement Olivier, « j'espère, mes amis, que vous êtes allés ce matin à l'ouvrage. »« Roide, répondit le matois. « Oui, une rude besogne, ajouta Charlotte Bates. « Vous êtes de braves garçons, dit le juif. « Qu'est-ce que tu as rapporté, matois ?»« 2 portefeuilles, répondit le jeune homme. « Garnis ?» demanda le juif avec anxiété. « Pas mal, répondit le matois en exhibant 2 portefeuilles, l'un vert et l'autre rouge. « Il pourrait être plus lourd, dit le juif, après en avoir soigneusement visité l'intérieur. Mais ils sont tout neufs et d'un bon travail. C'est d'un habile ouvrier, n'est-ce pas, Olivier ? » « Certainement, monsieur, dit Olivier. Cette réponse fit rire M. Charlotte Bates à se tenir les côtes, au grand étonnement d'Olivier, qui ne voyait là rien de visible. « Et toi, mon ami, qu'est-ce que tu rapportes ?» dit Fagin à Charlotte Bates. « Des mouchoirs, répondit maître Bates, et il en tira 4 de sa poche. « Bien, dit le juif, en les examinant minutieusement. Ils sont bons, très bons. Mais tu ne les as pas bien marqués, Charlotte. Il faudra ôter les marques avec une aiguille. Nous montrerons à Olivier comment il faut s'y prendre. N'est-ce pas, Olivier ? » « Comme vous voudrez, monsieur, dit Olivier. « Tu aimerais faire le mouchoir aussi bien que Charlotte Bates, n'est-ce pas, mon ami ? Demanda le juif. « De tout mon cœur, monsieur, si vous voulez m'instruire, répondit Olivier. Maître Bates trouva cette réponse si plaisante qu'il poussa un nouvel éclat de rire. Mais comme il était en train d'avaler son café, il faillit suffoquer. « Il est si innocent, dit-il dès qu'il put parler, comme pour s'excuser auprès de la compagnie de son impolitesse. » Le matois ne dit rien, mais il passa la main dans les cheveux d'Olivier et les lui fit tomber sur les yeux en ajoutant qu'il serait bientôt au fait. Le vieux monsieur, qui vit le rouge monter au visage de l'enfant, changea la conversation et demanda si l'exécution, qui avait eu lieu le matin, avait attiré une grande foule. L'étonnement d'Olivier redoubla, car il était évident, d'après la réponse des jeunes garçons, qu'ils y avaient tous deux assisté, et il était bien étrange qu'ils eussent trouvé le temps de si bien travailler. Après le déjeuner, le plaisant vieillard et les 2 jeunes gens se livrèrent à un jeu curieux et bizarre. Voici en quoi il consistait. Le juif mit une tabatière dans une des poches de son pantalon, un carnet dans l'autre, dans son gousset une montre attachée à une chaîne de sûreté qu'il passa à son cou. Il piqua une épingle de faux diamants dans sa chemise, boutonna son habit jusqu'en haut, et mettant dans ses poches son mouchoir et son étui à lunettes, il se promena de long en large dans la chambre, une canne à la main, tout comme nos vieux messieurs se promènent dans la rue. Tantôt il s'arrêtait devant le feu et tantôt à la porte, comme s'il contemplait attentivement l'étalage des boutiques. Parfois il jetait autour de lui des regards vigilants, comme s'il craignait les voleurs, et tâtait toutes ses poches l'une après l'autre, pour voir s'il n'avait rien perdu, et tout cela d'un air si comique
et si naturel qu'Olivier en riait jusqu'aux larmes. Les deux jeunes garçons le suivaient de près, et chaque fois qu'il se retournait, il se dérobait à sa vue avec tant d'agilité qu'il était impossible de suivre leurs mouvements. À la fin, le matois lui marcha sur les pieds, tandis que Charlotte le heurtait par derrière, et en un clin d'œil, tabatière, portefeuille, montre, chaîne de sûreté, épingle, mouchoir de poche, tout, jusqu'à l'étui à lunettes, disparut avec une rapidité extraordinaire. Si le vieux monsieur avait senti une main dans une de ses poches, il disait dans laquelle, et alors c'était à recommencer. Quand on eut joué bien des fois à ce jeu, deux jeunes dames vinrent voir les jeunes messieurs. L'une se nommait Betty et l'autre Nancy. Elles avaient une chevelure épaisse mais peu soignée, et des chaussures en mauvais état. Elles n'étaient peut-être pas précisément belles, mais elles étaient hautes en couleur et avaient le regard résolu et effronté. Comme leur manière était agréable et d'une grande liberté, Olivier pensa qu'elles étaient fort aimables, et sans doute il ne se trompait pas. La visite dura longtemps. Une des jeunes dames se plaignant d'avoir l'estomac glacé, on apporta des liqueurs, et la conversation s'anima de plus en plus. À la fin, Charlotte Bates déclara qu'il était temps de jouer du jarret, et Olivier crut que cela voulait dire sortir, en français, car le matin, Charlotte et les deux femmes partirent à l'instant, et le vieux juif eut la générosité de les munir d'argent de poche pour s'amuser dehors. « C'est un genre de vie qui n'est pas désagréable, n'est-ce pas, mon ami ?» dit Fagin. « Les voilà sortis pour toute la journée. »« Ont-ils achevé leur travail, monsieur ?» demanda Olivier. « Oui, dit le juif, à moins qu'ils ne trouvent par hasard quelque chose à faire en route. Alors il n'y manque pas, crois-le bien. »« Prends-les pour modèle, mon ami, prends-les pour modèle, » ajouta le juif, en donnant un coup de la pelle au feu sur le foyer pour que ses paroles eussent plus de force. « Fais tout ce qu'ils te diront. Obéis-leur en tout, et surtout au matois. Ce sera un grand homme, et il te formera si tu prends modèle sur lui. Est-ce que mon mouchoir ne sort pas de ma poche, mon ami ?» dit-il en s'arrêtant en court. « Si, monsieur, » dit Olivier. « Tâche de le prendre sans que je m'en aperçoive, comme il faisait quand nous jouions ce matin. » Olivier souleva d'une main le fond de la poche comme il avait vu faire au matois, et de l'autre tira légèrement le mouchoir. « Est-ce fait ?» demanda le juif. « Le voici, monsieur, » dit Olivier en le lui montrant. « Tu es un charmant garçon, mon ami, » dit le plaisant vieillard en passant sa main sur la tête d'Olivier en signe d'approbation. « Je n'ai jamais vu un garçon plus habile. Tiens, voici un shilling pour ta peine. Si tu continues de la sorte, tu deviendras le plus grand homme de l'époque. Maintenant viens que je t'apprenne à démarquer les mouchoirs. » Olivier se demandait avec étonnement quel rapport il y avait entre escamoter par plaisanterie le mouchoir du vieillard et la chance de devenir un grand homme. Mais il pensa que le juif, vu son âge, devait le savoir mieux que lui. Il s'approcha de la table et se livra avec ardeur à sa nouvelle étude.